Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition historique. Décryptage de l'héritage historique, juridique et politique napoléonien. Nous reprenons notre série de chroniques consacrées à l'analyse de personnages historiques, d'institutions et d'entités juridiques fondamentales. Aujourd'hui, nous nous intéressons au parcours d'un individu ayant façonné le destin d'une nation tout entière. Bon, parlons de mon sacre. Ça sera le 2 décembre à Notre-Dame de Paris, avec la bénédiction du pape. Posez la couronne sur votre front si telle est votre volonté. Moi je prierai, afin que jamais elle ne soit trop lourde à porter. Messieurs, la grande armée passe à l'attaque. Et musique en tête, à présent que nous n'avons plus à nous cacher. Puisque vous me confirmez que Iéna est une victoire, qu'est-ce qui retient l'empereur là-bas? Maintenant que l'empereur a battu l'armée prussienne, il veut également battre l'armée russe, car selon la Pologne. Vous l'avez compris, ce personnage majeur de l'histoire de France, c'est Napoléon Bonaparte. Stratège hors pair disposant d'une volonté éclairée visant à relever la France des ruines de la Révolution, ce sont les victoires d'Austerlitz, d'Iéna ou encore de Wagram qui ont forgé le mythe de l'empereur Bonaparte, et c'est une défaite à Waterloo en Belgique qui l'a chassé définitivement du pouvoir. Autant dire que le génie politique est chez lui inséparable du génie militaire. L'écho de son extraordinaire aventure a retenti bien au-delà des frontières de la France et même de l'Europe. Un quart de siècle seulement sépare son entrée sur la scène politique et sa disparition. Histoire si brève et si riche, énigmatique aussi par bien des aspects, qu'elle ne peut être traversée trop rapidement. Celui-ci fascine le monde depuis 2 siècles et a inspiré d'innombrables études depuis les essais de haute stratégie jusqu'aux travaux consacrés aux héros oubliés. Surnommé par Victor Hugo l'homme prédestiné, Napoléon Ier eut aussi un formidable sens de l'État. Il façonna les institutions juridiques et administratives de la France moderne. Admiré ou critiqué, l'épopée napoléonienne reste un moment fort de notre culture et de nos traditions. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio et mort le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. La Corse est devenue un territoire français seulement quelques mois avant sa naissance. La République de Gênes a en effet cédé l'île de Beauté à la France en 1769. Donc si jamais Napoléon naquit quelques mois plus tôt, il aurait été génois ou italien, mais sûrement pas français. Le père de Napoléon Bonaparte va enjoindre son fils à vivre sur le continent afin de recevoir une formation militaire à l'école de Brienne dans le domaine de l'artillerie. Ce dernier va montrer un certain talent en ce qui concerne la stratégie militaire, mais ne pourra accéder à un grade supérieur en raison d'une lignée non directement issue de la noblesse. En conséquence, Napoléon va accueillir la Révolution française avec bienveillance. Cette dernière, dont les fondements reposent sur l'abolition des privilèges, va permettre au jeune Napoléon de réaliser une grande carrière militaire alors qu'il ne pouvait pas gravir les échelons dans l'armée sous l'Ancien Régime en raison de l'absence de sang bleu. L'on ne peut dresser un portrait de Napoléon Bonaparte sans formuler des explications sur les batailles que ce dernier a menées. Une telle omission serait préjudiciable afin de comprendre qui était véritablement ce personnage majeur de l'histoire de France. Il faut se replonger en conséquence dans le contexte de l'époque. Quelles étaient d'après vous les grandes puissances rivales de la France en ce début du XVIIIe siècle ? Les grandes puissances de l'époque étaient avant tout européennes. Il s'agissait de la Grande-Bretagne, de l'Empire autrichien, de la Prusse, de l'Empire russe, ainsi que de l'Empire ottoman. Très souvent, l'on perçoit Napoléon Bonaparte comme un homme qui avait pour dessein initial l'invasion de l'Europe, une volonté héritée de son enfance, etc. En réalité, il n'en est rien, dans le sens où il faut se replonger dans le contexte historique. Au moment de la Révolution française, les puissances rivales de la France ne supportent pas l'idée même que l'on puisse renverser un roi et mettre fin à une monarchie. L'invasion de la France se prépare et Napoléon va prendre de court les nations rivales. Il va également mettre fin, cette fois-ci sur un plan intérieur, à la révolte des royalistes qui souhaitent que la France redevienne une monarchie. La première étape militaire de Napoléon, c'est la conquête de l'Italie.
D'ailleurs, l'État italien n'existait pas à l'époque. Il s'agissait d'un ensemble de royaumes éparses, tels que le royaume de Naples, celui de Sardaigne, etc. Tout le centre et le nord de l'Italie étaient sous domination autrichienne. L'objectif de Napoléon était de déloger les troupes ennemies de leur position et de libérer tous les territoires conquis par l'Empire d'Autriche. Les Autrichiens seront sèchement battus par les troupes de Napoléon. Une des batailles les plus connues est celle du pont d'Arcole, où Napoléon n'a pas hésité à charger avec ses soldats face aux troupes ennemies. La charge, pas la charge. La charge, général? De nombreuses victoires napoléoniennes conduiront l'Autriche à demander la paix. Puis il y aura la conquête de l'Égypte afin de couper la route des Indes aux Anglais. Face aux troupes françaises vont se dresser les guerriers mamelouks, des cavaliers redoutables qui pourtant seront décimés à la bataille des Pyramides, 5000 morts de leur côté contre seulement 30 pertes françaises. Napoléon saura trouver les mots pour l'histoire. Messieurs, les pyramides. 40 siècles d'histoire nous contemplent. Malheureusement, une partie des troupes françaises sera décimée, non pas en raison des actions de l'ennemi, mais à cause de maladies telles que la peste. La conquête de l'Égypte restera davantage dans les mémoires au regard des travaux des égyptologues qui se sont joints à l'expédition grâce à la force de persuasion de Napoléon. D'ailleurs, tous les égyptologues actuels s'appuient sur les travaux réalisés à l'époque napoléonienne. Je passe sur le fait que la flotte française va être détruite à Aboukir par les navires anglais commandés par l'amiral Horatio Nelson. Napoléon sera coincé en Égypte un certain temps. Retour ensuite en France pour Napoléon Bonaparte, qui va accéder à des fonctions politiques de premier ordre via le coup d'état du 18 Brumaire, en date du 9 novembre 1799, avec la création du consulat confié à 3 hommes, Roger Ducos, Joseph-Emmanuel Sieyès et Napoléon. Les députés ont dissous le directoire. Ils créent à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens Sieyès et Roger Ducos. Tous 3 porteront le titre de consul de la République française. Le décret prend effet immédiatement. Officiers, faites présenter les armes au consul de la République. Présentez vos ordres. Bonaparte va d'ailleurs supplanter ses homologues quelques semaines plus tard pour être le seul et unique premier consul de France. Puis quelques années plus tard, en 1804, il y aura le sacre de Napoléon en décembre de la même année à Notre-Dame de Paris. Il deviendra alors empereur des Français et portera le titre de Napoléon Ier. La prochaine étape de Napoléon, c'est l'invasion de la Grande-Bretagne qui représente une menace pour la France. Il y aura un changement de programme car les Britanniques ont eu l'intelligence stratégique de conclure une alliance militaire secrète avec l'Autriche et la Russie pour que lors de l'invasion de la Grande-Bretagne, les armées autrichiennes et russes déferlent sur la France. Pardonnez-moi, sire, je crois que vous pouvez peut-être cesser de regarder vers l'Angleterre à présent. Il est peut-être préférable que votre majesté n'ait pas traversé la Manche. Parce que l'Angleterre a réussi à persuader la Russie et l'Autriche de lancer une attaque contre nous par l'Est, pendant que notre armée était occupée ici, à l'Ouest. Mais les Anglais ont-ils oublié que mon arme, c'est la vitesse? Dans 20 jours, je serai au cœur de l'Allemagne. Changement de programme. Que les clairons sonnent le rassemblement. Je sais, messieurs. On n'a jamais vu 200 000 hommes et tous leurs fourniments exécuter une telle pirouette. Et c'est parce qu'on le croit impossible que nous allons le faire. Et c'est aussi pourquoi, daté de ce jour, on ne dira plus l'armée, mais la grande armée. Du coup, Napoléon décide d'ordonner le départ de la Grande Armée pour le cœur de l'Europe afin de combattre les puissances rivales, l'Autriche, la Russie. Cela sera la fameuse bataille d'Austerlitz, en 1805, qui verra s'affronter la Grande Armée face aux armées autrichiennes et russes. Austerlitz, sire. Nous offrirons les hauteurs à nos adversaires cette fois. Je vais leur laisser occuper le plateau de Pratzen. Pour qu'ils puissent mieux fondre sur nous? Non, pour qu'ils croient pouvoir fondre sur nous. Nous allons faire mine d'être effrayés par la puissance de feu ennemi et nous reculerons. Ce qui encouragera l'ennemi à avancer. Et pour avancer, il devra dégarnir en partie le plateau de Pratzen, au pied duquel l'attendra notre aile droite, laquelle commencera par reculer. Reculer? Encore? Non, juste de quoi laisser l'adversaire s'enfoncer dans le piège, car c'est bien d'un piège qu'il s'agit. Il s'agira d'une des plus grandes victoires de Napoléon. D'ailleurs, où se situe selon vous Austerlitz? Eh bien, Austerlitz se situe dans l'actuelle République tchèque. À partir de ce moment-là, seuls l'Angleterre et la Prusse résisteront encore face à la France. Napoléon ne va faire qu'une bouchée de la Prusse et de son armée à la bataille d'Iéna en 1806. Encore 2 petites heures.
Et Iéna, qui n'était que le nom d'une petite ville, sera le nom d'une immense victoire. En revanche, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, une défaite navale va priver Napoléon de son rêve d'envahir l'Angleterre. Il s'agit de la fameuse bataille de Trafalgar. Face encore à l'amiral Nelson, la flotte franco-espagnole est détruite au niveau du détroit de Gibraltar. Les Anglais sont extrêmement fiers de leur Royal Navy de la bataille de Trafalgar. Une artère principale de Londres se nomme d'ailleurs Trafalgar Square, où vous avez la statue de l'amiral Nelson, située à 5 mètres de hauteur, qui domine cette place. Il reste encore une menace pour la France, c'est l'Empire russe. Napoléon va rapporter en 1807 deux batailles importantes, mais de justesse. Il s'agit de la bataille d'Eylau et de celle de Friedland, en 1807. La Russie va alors conclure le traité de Tilsit au bord du Yémen. Le tsar de Russie, qui se trouve être à l'époque Alexandre Ier, va alors signer la paix avec la France. Comme vous le savez, sire, je suis comme vous. Je méprise les Anglais à un point que je ne saurais dire. Dans ce cas, sire, la paix est faite. Ensuite, invasion de l'Espagne en 1808, où les Espagnols vont mener une véritable guérilla contre les troupes napoléoniennes. Nos troupes stationnées à Madrid ont été prises à partie par des émeutiers. De nombreux grenadiers ont été lâchement égorgés. Murat a dû faire tirer à mitraille sur les enragés. Madrid est à feu et à sang. L'Autriche va en profiter pour déclarer de nouveau la guerre à la France, mais sera battue à Wagram en 1809. La dernière grande étape des conquêtes napoléoniennes, c'est l'invasion de la Russie, qui n'a pas respecté le traité de Tilsit, ainsi que le blocus continental qui imposait à chaque pays de ne pas commercer avec l'Angleterre. Napoléon va alors lancer 600 000 hommes contre les forces russes. Le problème, c'est que l'empereur ne va trouver que peu de résistance face à lui et les soldats français vont mourir petit à petit du froid et des attaques des Cosaques. Avec la bataille de la Bérésina, en 1812, les troupes françaises restantes, environ 80 000 hommes, sur les 600 000 engagés, vont quitter la Russie. Puis Napoléon va subir plusieurs défaites en Europe, jusqu'à devoir abdiquer, et la France retrouvera ses frontières naturelles. Que va-t-il se passer par la suite ? Eh bien, Napoléon sera conduit sur l'île d'Elbe, où il va s'échapper et reprendre le pouvoir en 1815, pendant 100 jours, jusqu'à la très lourde défaite française à la bataille de Waterloo. Nous allons affronter les régiments du Hanovre et du Brunswick, de Bavière et de Wurtemberg, les Hessois et les Piémontais, les Hollandais, les Belges, les Russes et les Prussiens, les Autrichiens et les Anglais. Ils seront 700 000, et nous seulement 200 000. Napoléon abdiquera une seconde fois et sera exilé à l'île de Sainte-Hélène, où il finira sa vie. Paris, ce 24 juin 1815. Français, j'abdique. Et je proclame mon fils sous le nom de Napoléon II, empereur des Français. Voilà, nous avons fait un tour le plus complet possible, me semble-t-il, sur les différentes conquêtes et défaites militaires napoléoniennes. Autre point maintenant, et autre question importante, quel est l'héritage napoléonien ? Celui-ci est multiple. En ce qui concerne les institutions, Napoléon Bonaparte va créer la Banque de France, les lycées. Napoléon va également recréer les universités disparues sur la Révolution française. On doit à Napoléon Bonaparte la création de la Bourse de Paris, de la Cour des comptes, des conseils des prud'hommes, du baccalauréat, de la Légion d'honneur. Également sur le plan religieux, il y aura la création du régime concordataire. C'est quoi le concordat ? Bien, le concordat est le régime organisant les rapports entre les différentes religions de la France jusqu'en 1905, date de la séparation des églises et de l'État. Napoléon Bonaparte va également être à l'origine de la rédaction du code civil, du code pénal, du code de commerce. Il va instaurer les préfets, le cadastre, le Conseil d'État, la Chambre de commerce. Les départements seront aussi créés. La numérotation des rues aussi, on le doit à Napoléon. Au niveau de l'urbanisme, la ville de Paris va être profondément modernisée avec la construction de 3 nouveaux ponts. Le pont des Arts, le pont d'Austerlitz, le pont d'Iéna. L'église de la Madeleine aussi. Le palais Brognard également. Le début de la construction de l'Arc de Triomphe, etc., etc. Après, il n'y a pas que des points positifs concernant l'héritage napoléonien. En ce qui concerne par exemple le code civil, à l'origine de sa création, hommes et femmes n'étaient pas sur le même pied d'égalité. La femme était considérée comme une incapable majeure, juridiquement parlant. Elle ne pouvait rien faire sans l'accord de son mari. Autre élément extrêmement contestable, il s'agissait du rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises, voulues par Napoléon Bonaparte. Nous pourrions également parler des pertes humaines, civiles et militaires. Environ 4 millions de personnes perdront la vie durant les guerres napoléoniennes.
Et enfin, la liberté de la presse sera complètement inexistante en France en raison de la censure voulue par l'empereur. Napoléon Bonaparte fait en définitive partie des personnages controversés, génie militaire et fin tacticien pour les uns, despote éclairé et tyran pour les autres, l'empereur des Français a pourtant laissé une trace indélébile sur notre pays. Voilà, cette chronique consacrée à l'analyse de l'héritage napoléonien est désormais terminée. Nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition historique.